days of Hanukkah. Rebonjour, c'est le grand plateau ce matin de Régis Lagrifoul, secrétaire départemental solidaire des finances publiques. Monsieur Lagrifoul, bonjour. Bonjour. Vous serez interrogé au cours de ce grand plateau en deux étapes, j'allais dire. Dans un premier temps, Thomas Simonian et Marc Stulman, que je salue, vous interrogeront sur le ras-le-bol fiscal, la réforme fiscale, l'état de santé de votre administration, entre autres. Et dans un second temps, Patrick Aubin, chroniqueur économique du journal toulousain, viendra un petit peu vous titiller. Messieurs, Thomas, Marc. Oui. Jean-Luc Mélenchon, ce matin, enfin hier pour être exact, déclarait que nous sommes dans des situations similaires à 1788, notamment au niveau des impôts, et notamment au niveau de l'exaspération de nos concitoyens vis-à-vis des impôts et de l'administration fiscale. Est-ce que cette exaspération, vous la ressentez ? Et est-ce que cette exaspération, finalement, n'est pas le fruit d'un traitement médiatique particulier sur ces questions ? Alors effectivement, on parle beaucoup de l'actualité fiscale, du consentement à l'impôt, qui est clairement lié à une problématique dans notre pays, sur des ruptures qui se sont exercées. La référence à 1788 rappelle qu'une révolution s'est faite dans notre pays au cœur du débat sur qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui n'est pas juste, et la volonté de mettre en débat et de reformuler les modes de prélèvement des impôts. Nous, ce qu'on constate, c'est que l'expression ras-le-bol fiscal ne nous a pas plu quand elle a été assumée par notre ministre de tutelle, parce qu'on pensait qu'il était plutôt de son devoir de mettre en avant l'utilité sociale de l'impôt, le sens de l'impôt, pour faire œuvre de pédagogie dans le débat public sur à quoi ça sert et quelle est son utilité. Par contre, effectivement, dans nos services, nous sommes en première ligne pour constater et des incompréhensions sur les mesures fiscales, et surtout de véritables difficultés de grandes catégories de la population pour payer les taxes et impôts qui leur sont demandés. Donc on voit cette tension dans nos services beaucoup. Alors quand on parle de 1788, on parle d'insurrection quelque part. Est-ce que vous le ressentez ? Parce que vous dites que vous êtes justement au premier plan en contact avec soit le particulier, soit l'entreprise. Oui. Est-ce que vous ressentez cette tension ? On ressent d'abord une augmentation très forte des gens qui se présentent dans nos services pour marquer leur incompréhension. Les mesures fiscales votées l'année dernière, qui se sont appliquées sur l'avis d'impôt sur le revenu cette année, a entraîné le passage dans l'impôt sur le revenu de beaucoup de populations, et pas obligatoirement les plus riches. Donc on a vu des petites pensions, par exemple, pour des retraités qui ont vu cette année les effets plein pot d'une mesure qui s'est faite sur 5 ans avec le précédent gouvernement pour supprimer une demi-part pour les veuves qui avaient eu des enfants. Ces petites pensions, quand on se retrouve avec un impôt à payer de 200 €, on ne comprend pas ce qui se passe. Surtout que ça a un impact juste après sur la taxe d'habitation et les impôts locaux. Donc on voit des incompréhensions, on voit des choses qui se disent beaucoup qu'on ne voyait pas obligatoirement dans nos services. Par exemple, beaucoup de personnes expriment un ras-le-bol et mélangent un peu tout. Par exemple, pointant du doigt telle ou telle catégorie de la population qui serait soit les assistés, soit les étrangers, qui justifieraient le fait qu'eux ont un taux d'imposition plus important. Donc on voit de l'incompréhension, mais surtout ce qu'on constate, c'est des difficultés de paiement d'une grande partie de la population. Dans le département l'an dernier, on avait vu une augmentation des demandes de délai de paiement et de réclamations gracieuses sur les impôts, augmentation de 20%. C'est encore plus important cette année. Et pour les particuliers, on trouve cette problématique, mais également pour beaucoup de petites et moyennes entreprises qui viennent demander, dans des secteurs particulièrement touchés actuellement, bâtiments par exemple, des étalements de paiement. Donc c'est vrai qu'on constate des difficultés et des tensions. Le débat sur révolution ou pas, c'est pas mon point de vue de syndicaliste à m'exprimer là-dessus, mais on doit rappeler que la question du consentement à l'impôt est quand même au cœur du pacte républicain, et que si cette question se pose, il faut réfléchir au sens à donner à ça.
Alors, c'est pas tout à fait dans le cadre de l'impôt, mais hier se tenait une manifestation contre le racisme. C'est pour rebondir un petit peu sur ce que vous venez de préciser. En préparant cette émission, vous nous avez mentionné le fait que ces manifestations de l'incompréhension de l'autre, appelons ça de façon pudique comme ça, ces manifestations de racisme basique, j'allais dire, vous les ressentez aussi? Oui, moi j'étais présent à cette manifestation hier avec d'autres militants syndicaux, mais surtout on a pu constater, moi j'ai fait le tour de plusieurs résidences fiscales du département, et sur Colomiers par exemple, on peut voir des autocollants du bloc identitaire apparaître sur tout le centre des finances publiques. On voit surtout des collègues qui nous disent que le message raciste s'exprime oralement à l'accueil des usagers. Alors c'est ponctuel, je ne veux pas en faire une généralité. Par contre, ce qu'on voit, c'est et de l'agressivité et des tensions dans nos services, mais surtout l'incompréhension. Et là, nous, on a un rôle d'agent des finances publiques, un rôle d'explication. Nous ne votons pas les mesures fiscales, nous les appliquons, donc nous devons expliquer. Et on doit surtout accompagner des usagers sur leurs modalités de paiement des impôts et taxes. Et là, nous sommes particulièrement sollicités en première ligne avec les populations. Alors, parlons d'actualité, Régis Lagrifoul. Depuis que François Hollande a été élu, on peut dire que les attaques qui le visent sont surtout liées aux questions de fiscalité. Et le Premier ministre a tâtonné pendant longtemps, jusqu'à la semaine dernière, où on nous annonce une remise à plat de notre modèle fiscal pour 2015. Alors, première question, est-ce que ce modèle, cette remise à plat du modèle fiscal est-elle nécessaire? Ça, c'est la première question. Et est-ce que vous, en tant que syndicaliste, vous soutenez la démarche? Alors, d'abord, on a été surpris de l'annonce gouvernementale parce que... Mais là, il n'y a pas que vous. Même les ministres ont été surpris. Donc, on a été surpris parce qu'on avait entendu, dans l'année qui vient de s'écouler, nos deux ministres successifs, le précédent, Cahuzac, qui avait dit la réforme fiscale est terminée, et Pierre Moscovici, qui, il y a quelques semaines, avait lui aussi dit que c'est fini le débat fiscal. Bon... Nous, en tant qu'organisation syndicale, on s'est toujours positionné sur la défense des intérêts matériels et moraux des agents des finances publiques, nos conditions de travail, notre vie au travail, le niveau des emplois, mais on s'est toujours exprimé sur l'utilité et le sens de nos missions. Et dans le débat public, on intervient régulièrement sur le sens de l'impôt, la nécessaire justice fiscale. Donc, la nécessité de réformer le système d'imposition en France et en Europe, on dit banco. Et en termes de méthode, on peut avoir des doutes sur l'aspect politique de la période qui répond à certaines mobilisations de certains secteurs professionnels. Nous, on a envie de dire, allez-y, mettons tout sur la table et parlons du système fiscal en France et en Europe et essayons de l'améliorer dans le sens, là pour le coup en faisant référence à la Révolution française, qui mettait dans la Déclaration des droits de l'homme la volonté de progressivité de l'impôt, de mise en œuvre d'une justice en fonction des capacités contributives des uns et des autres. Nous disons, l'objectif est beau, regardons quelle est la réalité. Et pour les impôts locaux, pour les impôts des entreprises et pour les impôts des particuliers, le système est déséquilibré avec des cadeaux pour certains, mais je ne veux pas être caricatural, des difficultés à tous les niveaux, pour les entreprises grandes et petites, pour les particuliers riches et moins aisés. Il faut mettre sur la table comment donner les moyens à la puissance publique de fonctionner, mais aussi faire que tout cela soit juste et surtout compris. Alors justement, vous parlez des entreprises. Très souvent, on caricature, parce qu'on parle des entreprises du CAC 40, etc. Mais est-ce que vous pouvez dire ce matin que les entreprises en France sont en difficulté parce que trop de fiscalité? Alors, le trop de fiscalité sur les entreprises, si on est objectif dans l'étude des prélèvements demandés aux entreprises, la tendance partout en Europe a été à faire baisser le taux d'imposition des sociétés partout en Europe. C'est une tendance sur les 30 années qu'on a constatée, y compris les États l'ont théorisé. L'Irlande, par exemple, disait on va s'en sortir dans la concurrence internationale en étant attractif avec des taux d'imposition très très bas. Bon, ça a été un peu balayé par la crise financière, mais cette tendance de la baisse des taux
d'imposition sur les sociétés, elle est réelle partout en Europe. L'impôt sur les sociétés en France rapporte moins que l'impôt sur le revenu, qui lui-même est un des plus faibles en proportion par rapport aux autres pays européens. Par contre, il y a une différence entre des grandes entreprises qui peuvent éviter l'impôt avec des mécanismes de conseil sur l'optimisation fiscale qui fait qu'ils arrivent à avoir un taux d'imposition très bas. C'est en particulier, sans être caricatural, mais c'est une réalité, les entreprises du CAC 40 qui ont un taux d'imposition en proportion à peu près de 8% sur leurs bénéfices, alors que des petits commerçants ou des petites entreprises ou des TPE ont des difficultés à optimiser leurs prélèvements. Alors, est-ce que la réforme fiscale s'attachera à cet élément, à savoir, est-ce qu'on aura au niveau de l'État, quel qu'il soit, le courage d'aller s'attaquer à cette distorsion entre la petite imposition des grands groupes et la grosse imposition des petites structures, et est-ce qu'on a les moyens de pénaliser les grandes entreprises de ce fait ? Mon organisation syndicale a été reçue, comme plusieurs organisations syndicales, par Jean-Marc Ayrault cette semaine. Notre secrétaire général, Vincent Drezet, quand il s'est exprimé, c'était le seul agent des finances publiques qui a fait partie de ces délégations, a particulièrement pointé 2 enjeux. Le premier, de tout mettre à plat, sans tabou. Le gros du prélèvement fiscal dans notre pays, c'est la TVA, avec une augmentation au 1er janvier qui va peser en particulier sur les catégories populaires. La TVA, dans ses modalités de prélèvement, pèse plus sur des bas revenus que des hauts revenus. Ensuite, l'impôt sur les sociétés, nous, on est pour tout mettre à plat. Pour vérifier que tous les mécanismes de crédit d'impôt qui sont nombreux dans notre pays, non pas les remettre en cause par un a priori idéologique, mais vérifier point par point son utilité et son objectif et sa mise en œuvre réelle. Je prends un exemple. Le crédit impôt recherche, qui est un des gros dispositifs qui fait baisser le taux d'imposition des sociétés. L'objectif est louable, permettre au secteur économique de se positionner sur les activités d'avenir, l'économie future. Et donc valoriser l'investissement mené par telle ou telle entreprise. Dans la réalité, ces dispositifs-là sont utilisés comme un moyen de faire baisser le taux d'imposition sans avoir obligatoirement un impact réel sur l'objectif fixé. Il y a d'ailleurs des cabinets de conseil qui gagnent un argent très important. Ils ont un pourcentage souvent du crédit impôt gagné par l'entreprise. Nous, on pense qu'il faut regarder son utilité concrète et mettre à plat. On est pour une réelle mise à plat et pour les entreprises de la réalité des dispositifs et pour les particuliers. Pour les particuliers, c'est particulièrement nécessaire avec un système qui est quand même devenu très complexe à l'impôt sur le revenu et qui n'est pas compris. Alors, j'ai une question peut-être plus en interne, qui s'adresse peut-être davantage aux syndicalistes que vous êtes. Quel est l'état de santé de votre administration ? Alors, on est au cœur du débat public, hein, vous l'avez dit les uns et les autres. On est au cœur du débat public, on est au cœur du débat législatif, on est au cœur des belles idées et du volontarisme politique. Dans le même temps, nous sommes l'administration qui a subi le plus de suppression d'emplois dans toute la fonction publique en proportion de ses effectifs. Pour les libéraux qui veulent moins d'État, ils peuvent être satisfaits de ce qui a été fait dans l'administration des finances publiques depuis 10 ans, puisque nous avons perdu 30 000 emplois en 10 ans. Aujourd'hui, y compris notre hiérarchie locale, je ne parle pas des odieux syndicalistes qui instrumentalisent et qui veulent faire peur, mais y compris notre hiérarchie locale dit que nous sommes à l'os pour exercer nos missions. Dans le département de la Haute-Garonne, nous avons eu 150 suppressions d'emplois en 5 ans. Cette année, on vient d'avoir les chiffres. Pour l'année prochaine, ça sera 18 nouvelles suppressions d'emplois. On a ça qui met de la tension dans les services. Et on a surtout, en plus, des emplois qui ne sont pas pourvus. Je ne m'explique pas, c'est un peu compliqué. Après les suppressions d'emplois, on a un volant d'emploi qui nous est annoncé. Et bien, ce volant d'emploi n'est pas en réalité dans les services. Aujourd'hui, il y a 50 emplois en plus qui ne sont pas dans les services. Ce qui fait que quand vous vous pointez dans un centre des finances publiques, bien souvent, il manque 2, 3, 4 personnes et ça emmène un travail dégradé.
J'ai eu un exemple, si vous le voulez, Oui, sur cet exemple, sur cette situation. Il y a 2 ans, à Saint-Gaudens, donc dynamique plutôt rurale, périurbain, un peu lointain de la métropole toulousaine, il manquait tellement de personnel dans nos services que tous les agents en charge de saisir les dossiers, les vérifier, les déclarations d'impôt sur le revenu, étaient appelés en renfort à l'accueil pour accueillir les usagers. Et donc, il y a eu un retard dans la saisie de ces déclarations, ce qui fait qu'en septembre, quand on reçoit son avis d'imposition, il y avait la moitié de la population du coin qui n'avait pas reçu en temps et en heure son avis d'imposition, avec des difficultés pour aller voir tel interlocuteur qui demande ces papiers-là. Donc on est vraiment, c'est peu connu, mais on est vraiment une administration qui est sous tension extrême et qui a du mal à faire son travail. Alors concernant la tension avec les usagers, celle dont vous parliez au départ, est-ce que votre hiérarchie vous donne des directives, notamment concernant les aménagements de paiement ? Ou est-ce que c'est en fait qui décide qu'une personne va pouvoir étaler son paiement dans le temps, ou même entre guillemets pire ou mieux avoir une mesure gracieuse ? Alors, bon, on a effectivement des directives qui sont et nationales et après déclinées par les départements. Et puis, il y a la capacité qu'a l'agent en charge du dossier qui voit la réalité de la situation de la personne, donc la situation humaine. Nous, on nous donne comme directive de privilégier des demandes de délai de paiement en 3 échéances, voire pour les situations les plus difficiles, jusqu'à 6 échéances. Ensuite, on contrôle le suivi du respect de ces échéances. Et en bout de course, si on n'arrive pas à faire face par rapport à ces objectifs qui sont fixés, on étudie la possibilité d'enlever telle ou telle partie, mais c'est censé être vraiment à la marge et réservé à des cas exceptionnels. Ensuite, on a des capacités d'analyse sur tout ce qui est pénalité, où là, on regarde ce qu'il en est. Pour les entreprises, ça, ce que je viens de vous dire, c'est pour les particuliers. Pour les entreprises, on a également cette volonté d'accompagner les difficultés de paiement des usagers, mais aussi de faire rentrer les ressources dans les caisses de l'État. Donc, on a 2 objectifs contradictoires et on s'efforce d'avoir une attention la plus humaine possible à ces situations-là. Alors, ma question aurait pu venir avant celle de Marc. Vous avez parlé tout à l'heure de vos effectifs. Peut-être préciser à nos auditeurs le fait que votre direction et votre administration des finances publiques est une direction qui englobe désormais l'impôt, le calcul de l'impôt, et le paiement de l'impôt, ce qui correspondait aux trésoreries. Alors, ça va même plus loin que ça, parce que historiquement, il y avait l'assiette et le recouvrement des impôts qui était à la DGI et le recouvrement des impôts des particuliers qui était à la Direction générale de la comptabilité publique, le Trésor public. Mais le Trésor public a également une mission qui est très importante, là aussi au cœur du débat actuel, qui est de lien dans le contrôle et la gestion des budgets des collectivités locales. Et on voit bien que la problématique des collectivités locales, en crise, on aura peut-être l'occasion d'en parler, sur les moyens qui sont les leurs et des capacités qu'elles ont à faire face, est un gros enjeu. Donc notre administration travaille aussi en lien avec les collectivités locales pour contrôler les exercices budgétaires des collectivités. Ah, ouais, allez. On a une autre mission qui est au cœur du débat sur la justice fiscale, sur les impôts locaux. C'est une mission cadastrale, c'est-à-dire que nous regardons la base de la valeur des locaux, et pour les particuliers et pour les professionnels. Et ça, c'est un énorme enjeu par rapport à des impôts locaux qui sont d'une modalité de calcul un peu archaïque dans notre pays, qui datent de modalités de calcul qui sont très datées et qui renvoient aussi à l'injustice. À Toulouse, par exemple, entre le quartier du Mirail et des résidences de prestige du centre-ville, on a des modalités de calcul de la valeur locative des locaux qui pénalisent les quartiers populaires. Alors, quand on écoute tout ce que vous nous dites sur vos interrogations, vos questionnements sur le fonctionnement de votre administration, on pense que de suite, que quand on parle de remise à plat du modèle fiscal, vous, syndicalistes, vous allez aussi intégrer ce qui se passe en interne dans votre administration. Notre administration, malgré les clichés qu'il peut y avoir sur Bercy, c'est une des administrations qui s'est le plus modernisée dans les dernières années.
Moi, quand je suis rentré il y a 15 ans dans cette administration, les collègues plus anciens que je rencontrais me racontaient la glorieuse époque où on travaillait sur des papiers carbone, où les fichiers étaient faits tout à la main. Aujourd'hui, nous sommes une administration qui est beaucoup montée en puissance avec des réorganisations et qui s'est adaptée à l'accueil et au lien avec les usagers, quels qu'ils soient. Donc on sait bien que les mesures fiscales ont un impact sur l'organisation de notre réseau. Nous, on est attentifs à nos conditions de travail et d'exercice des missions. Encore une fois, on est sous tension dans notre administration. Quand je vous disais qu'on n'avait pas de tabou sur la réforme fiscale, on est prêt à discuter de quelle administration pour correspondre aux consignes données par les pouvoirs politiques. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on est, encore une fois, depuis 10 ans, très affaibli dans les capacités qu'on a à faire notre travail correctement. Alors, parlant du syndicalisme, de manière plus générale, est-ce que vous pensez que le syndicalisme a assez de poids dans notre pays ? Parce que très souvent, on compare avec l'Allemagne, le fameux modèle allemand. Là-bas, on s'aperçoit que, 1, il y a beaucoup plus de syndiqués, 2, que les syndicats ont plus de poids, et 3, qu'il y a moins de grèves. Alors, est-ce que vous avez assez de poids ? Est-ce que vous vous sentez... Alors, le constat que vous faites sur la faiblesse du syndicalisme en France, il est réel. Et il est réel surtout dans le secteur privé. Et il est dans sa représentation des salariés. Dans la fonction publique, historiquement, c'est un peu moins vrai. C'est d'ailleurs les critiques ou les caricatures qui sont faites au syndicalisme de fonctionnaires. Nous, on est dans notre administration un des endroits où le fait syndical reste à un très très haut niveau, puisque, par exemple, mon organisation syndicale, qui est le syndicat majoritaire en Haute-Garonne et en France, nous syndiquons quasi 400 personnes sur un effectif de 2000 dans le département. Si on cumule avec d'autres organisations syndicales importantes comme la CGT ou Force ouvrière, on a un taux de syndicalisation et un vote des salariés qui est très important. Nous, on a une tradition de combativité dans notre administration très régulière. Ça ne nous empêche pas de nous questionner sur que doit faire le syndicalisme aujourd'hui. On voit que des doutes sont là. Les chiffres de grève sont difficiles dans la période. Un paradoxe, d'ailleurs. Oui, le niveau de mobilisation et des questionnements des salariés est là. Qu'est-ce qu'il faut faire pour se faire entendre ? L'impression qu'on a beaucoup donné pour interpeller, pour essayer de mettre des sujets sur la table et qu'on n'arrive pas vraiment à se faire entendre. Dans notre administration, c'est vrai aussi. Quand je vous disais toutes ces suppressions d'emplois depuis 10 ans, les collègues se disent qu'est-ce qu'il faut faire pour se faire entendre. Nous, syndicalement, on essaye d'être le plus réactif possible sur la vie des services, d'accompagner les agents pour mettre en avant leurs difficultés, et on essaye d'inventer des modalités d'interpellation un peu différentes. Je vous donne un exemple. L'année dernière, enfin cette année de 2013, on s'est essayé au militantisme artistique et nous avons fait une inauguration d'une statue d'un os. Pourquoi l'os ? Parce que, je vous le disais tout à l'heure, notre directeur local, il parlait d'une administration à l'os. Donc nous, on a fait ça. On a fait des cartons d'invitation vernissage comme dans le milieu culturel. On a envoyé ça au ministre. On a d'ailleurs reçu des coups de téléphone du cabinet des ministres qui s'excusaient de ne pas venir à notre inauguration. Bon, on a beaucoup rigolé. Et on essaye de rigoler, mais aussi d'interpeller de manière sérieuse. On va voir les politiques du département. Et puis, quand on est invité par des médias, on essaye de montrer l'utilité qu'on a. Mais comment vous expliquez le fait qu'en France, le syndicalisme ne prenne pas plus ? Surtout dans une période, aujourd'hui, de crise, où les gens devraient se dire il faut être défendu, plus défendu, mieux défendu. Le syndicalisme en France est en questionnement, c'est clair. Hein. Il y a beaucoup d'organisations, il y a un nombre d'organisations très importantes, mais il est aussi combatif dans notre pays. Il n'y a pas si longtemps que ça, des grandes mobilisations ont pointé le cœur de ce qui a été dans le débat. Par exemple, sur les retraites en 2010, si la réforme du précédent gouvernement a été mise en œuvre, je pense qu'un des seuls points positifs, c'est que dans le débat public, nous avons réussi à mettre comme au cœur des débats la question de la répartition des richesses. Donc, l'utilité du syndicalisme, elle se montre tous les jours dans des entreprises pour défendre des salariés, pour défendre les conditions de travail. Après, ce qu'on voit, c'est le doute
qu'il y a dans la population, mais ça renvoie aux doutes politiques, sur qu'est-ce qu'il faut faire, quelle société on peut construire. Nous, c'est un peu comme Sisyphe, on reprend notre bâton de pèlerin et on essaye de privilégier, de se serrer les coudes et d'essayer de se battre, pas battre au sens physique, mais de se battre pour des valeurs, des principes. C'est long, c'est difficile, la période n'est pas facile, mais on pense qu'il est nécessaire que les salariés se serrent les coudes. Alors, on parlait de réforme fiscale tout à l'heure. Est-ce que la volonté, en fin de compte, la finalité de cette réforme fiscale, c'est de simplifier l'appareil et les méthodes fiscales, ou c'est de faire baisser l'impôt au final ? Les objectifs de l'impôt sont de 3 ordres. Le premier, assurer des moyens à la puissance publique de fonctionner. Donc, dans notre pays, c'est un enjeu fort. Ensuite, le deuxième, c'est un élément de redistribution des richesses. Je vous parlais de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen tout à l'heure. Ça, c'est le deuxième objectif. Le troisième, c'est d'inciter certains types de comportements ou de valoriser certains processus. Pour la recherche, par exemple, ou pour une amélioration écologique. Donc ça, ce sont les objectifs. Le débat sur plus ou moins d'impôts, il doit être, à notre avis, mis en lien avec ces objectifs. Le système n'est pas assez redistributif, c'est l'analyse que nous, on fait syndicalement, et pour les entreprises et pour les particuliers. Donc une réforme fiscale, de notre point de vue, doit répondre à cet objectif. Assurer les moyens à la puissance publique de fonctionner, mais également de rééquilibrer les richesses et de prélever de manière juste. Sur l'impôt sur le revenu, il y a un travail énorme à faire. Et sur les entreprises, il y a un travail énorme. Nous, on pense qu'il faut mettre en avant des objectifs et les faire comprendre dans le pays. Parce que ça n'aura de sens tout ça que si c'est compris dans la population. Le débat du consentement à l'impôt ou la référence à la Révolution française telle que vous le faisiez en introduction, elle renvoie à ça. Le prélèvement fiscal, il n'est assumé dans un pays que s'il est compris et que si les populations, elles pensent que ça a un sens de payer de l'impôt. Donc, quand on parle en termes de politique générale de manque de lisibilité, vous avez ce même souci, ce même problème vis-à-vis de la lisibilité de l'impôt ? Je vous prends un exemple. Quand la personne qui est veuve, retraitée, se présente dans notre service et vient nous dire « je ne comprends pas, je paye 200 € alors que ma pension est minime », elle entend dans le même temps, à la télé ou à la radio, qu'il y a 60 à 80 milliards de fraude fiscale dans notre pays. Plus d'1 milliard en ce qui concerne la Haute-Garonne. Elle entend qu'on va trouver des marges de manœuvre pour dégager 20 milliards pour le crédit impôt compétitivité cette année. Donc effectivement, la lisibilité sur le sens de l'effort qui lui est demandé par rapport à d'autres rentre en pleine contradiction. Et ça, on le voit beaucoup. Et ça s'exprime dans nos services. Alors moi j'ai une question, on va dire que c'est une question purement anecdotique, mais je vous la pose quand même parce que j'ai toujours rêvé d'avoir la réponse à cette question. Je vais essayer. Qui contrôle l'impôt sur le revenu des fonctionnaires que vous représentez ? Alors, comme tout citoyen, nous sommes censés être contrôlés régulièrement. Donc le contrôle, c'est un contrôle des déclarations, oui. Et puis ensuite un contrôle plus poussé qui en nombre est moins important. Donc nous sommes, comme tous les salariés et tous les citoyens, susceptibles d'être vérifiés et d'avoir une vérification. En plus, j'allais dire, nous sommes presque plus contrôlés que le reste de la population parce qu'en termes de déontologie, notre administration fait un contrôle interne de nos situations fiscales, c'est-à-dire obligation de dépôt, contrôle formel de ces déclarations et contrôle du paiement de nos différents impôts, quasi tous les ans et tous les 2 ans avec une étude des dossiers de chaque agent. D'accord. C'est peut-être d'ailleurs un peu too much parce que nous, on dit qu'on veut être traité comme tous les salariés, comme tous les citoyens. Dans la réalité, alors j'exauce vos rêves et vos angoisses, ne vous inquiétez pas, les agents des finances publiques sont particulièrement soucieux de respecter leurs obligations.
On va peut-être, avant de terminer cette première partie, vous parliez donc du contrôle de votre structure, des membres de vos administrations. Est-ce que une affaire comme l'affaire Cahuzac est quelque chose qui a eu poussé un dénigrement plus important de votre fonction ? On a été écœurés quand ça a été rendu public. Ce qui s'est passé, c'était quand même notre ministre en charge d'application des grands objectifs de lutte contre la fraude fiscale. Nous, on a dans notre réseau interne des photos de ses interventions avec luttons contre la fraude fiscale. Donc, il y a eu un choc chez l'ensemble des agents, mais surtout on a vu pendant une période qui a passé, mais ça a été exprimé dans nos services d'accueil. Ça correspondait à peu près au moment où il fallait déposer les déclarations d'impôt sur le revenu l'année dernière. Je peux vous dire que sur quelques jours, on a eu droit à des blagues nombreuses sur le sujet. Nous, on était écœurés. Voilà, Régis Lagriffoul, la première partie de cette émission va s'achever. On va faire une pause musicale et on se retrouve avec Patrick Aubin, qui est chroniqueur économique au Journal Toulousain. À tout de suite. Voilà, c'est la suite de notre grand plateau avec Régis Lagriffoul, secrétaire départemental solidaire finances publiques. Rebonjour, monsieur Lagriffoul. Rebonjour. Et pour cette deuxième partie, Patrick Aubin, chroniqueur économique du Journal Toulousain, nous a rejoint. Bonjour Patrick et bienvenue sur Bonjour Radio à tous. Bonjour aux Je auditeurs. vous laisse la parole. Merci bien. Donc, lorsque Thomas Simonian m'a appelé pour débattre avec un syndicaliste des impôts, je me suis interrogé sur votre rôle. Dans une entreprise, un syndicaliste est censé défendre les salariés. Et pour un pays, j'ai imaginé qu'un syndicaliste aux impôts devait être vraisemblablement quelqu'un qui devait défendre les contribuables face à la pression fiscale de l'État. Puisque vous avez parlé de puissance publique. Et puis, d'une certaine façon, Thomas m'a un peu ramené à la réalité. J'ai appris que vous défendiez les bureaucrates qui dépendent de Bercy. C'est-à-dire ceux qui vivent sur les impôts des autres. Et là, j'ai eu une seconde interrogation. Comment nous, citoyens, pouvons-nous avoir confiance dans un système étatique lorsque ceux qui sont censés nous servir ont si peu confiance en lui au point de se syndiquer ? Alors, bon. Ça démarre fort. Ouais, bon. Écoutez, si le débat que vous voulez poser, c'est est-ce qu'il faut des fonctionnaires dans un pays, je pense qu'il faut faire de la politique et avoir un débat avec les citoyens sur faut-il une éducation nationale, faut-il une administration en charge des routes et des transports, faut-il des hôpitaux, faut-il tout ça. Si c'est ça le débat, je pense que c'est un débat qui ne doit pas se jouer entre nous deux, mais qui se doit se jouer avec les populations sur que veut la population, qu'attend la population de son État. Faut-il une puissance publique, faut-il un fonctionnement de l'État ? Moi, je pense que oui, j'en suis convaincu, et je suis d'ailleurs assez fier d'être fonctionnaire. Dans notre pays, il ne faut certainement pas que des fonctionnaires. Vous avez certainement raison là-dessus. Il faut des gens qui travaillent de manière diverse et variée, créent de la richesse, c'est souvent des salariés, investissent et répartissent la richesse. Mais il faut aussi de l'État. Dans ce cadre-là, puisque vous m'interpelliez sur mon rôle de syndicaliste, je suis donc agent public, j'exerce un travail qui a une utilité, hein, je contribue au prélèvement de l'impôt, et en tant que syndicaliste, je représente les personnels des finances publiques qui votent pour nous. D'ailleurs, on est plutôt représentatif, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc on parle des conditions de travail, on parle des structures, mais ensuite, et c'est vrai sur cet aspect, on ne se sent pas être les représentants des contribuables, je pense que c'est le débat politique. Par contre, on se sent fondé à nous exprimer sur l'utilité de l'administration fiscale et des finances publiques, et donc sur le débat citoyen sur l'impôt. Donc nous, on dit toujours banco pour discuter de à quoi sert l'impôt, faut-il une réforme fiscale ? C'est pas nous qui prendrons les décisions au final, c'est normal, c'est la représentation politique et le débat public qui se pose. Par contre, on s'exprime comme des contre-pouvoirs qui existent dans notre pays et qui sont utiles. Alors, merci. Alors, pour votre réponse, ça veut dire que vous, à votre niveau, vous jugez que l'État doit effectivement faire beaucoup de choses, puisque vous parlez de routes, d'hôpitaux et tout ça. Donc, vous pensez que la société, en fait, en tant que telle, ne puisse pas s'organiser spontanément. En même temps, bon, c'est vrai qu'il faut fixer des limites à l'État. Donc, je suis d'accord avec vous. Donc, on paye des impôts
pour un certain État. Mais je vais prendre un exemple simple, qui est le téléphone. Il y a des années, on nous disait le téléphone, ça doit être aussi exercé par l'État. Aujourd'hui, il ne vient plus pratiquement à l'esprit des individus de se dire je vais demander mon téléphone à l'État. La baisse, en fait, du téléphone a été faite. Pourquoi ? Parce que des entreprises privées ont pu mettre en place des téléphones. Les technologies ont évolué non pas grâce à l'État, mais grâce à la société. C'est donc la société et des individus qui ont permis de faire progresser l'ensemble de la société, et non pas l'État. L'État a toujours été réfractaire. Moi, je me souviens, j'avais un Radiocom 2000 au début des années 90. Radiocom 2000, ça coûtait un maximum. Et si on avait laissé, comme ça s'est passé, le prix en fait du Radiocom 2000 aurait baissé beaucoup plus rapidement. Le Minitel, prenons le Minitel. La France Télécom, à l'époque, a en permanence essayé d'empêcher la progression de l'Internet. Et pour toujours garder le Minitel. Donc vous voyez, au niveau, l'action en fait des individus, de la société et des entreprises permet de faire des choses. C'est pas parce que on n'aurait pas d'État, qu'il n'y aurait pas d'hôpitaux, qu'il n'y aurait pas de routes, qu'il n'y aurait pas de choses comme ça. La société peut s'organiser. Alors, moi, je veux pas être une caricature vivante. Hein. Je vais pas vous dire qu'il ne faut pas d'activités privées, qu'il ne faut pas d'entreprises privées et que la richesse ne se crée pas et ne se répartit pas à travers l'initiative privée. C'est pas mon point de vue. Mais dans le même temps, d'abord, on pourrait, sur l'exemple de la téléphonie, à France Télécom, on pourrait aussi mettre en avant le rôle qu'a pu avoir à un moment donné la puissance publique pour garantir une égalité d'accessibilité et d'investissement à des endroits qui ne sont pas rentables obligatoirement et qui ont permis, et c'est un enjeu qui se pose encore aujourd'hui, de rendre des dispositifs disponibles pour toutes les populations. Ça résume pas la question, mais c'est un point qui doit être pointé. Mais surtout, on peut aussi considérer que l'investissement public a été aussi utile sur des secteurs nombreux. On est à Toulouse, dans une zone avec la dynamique aéronautique, où c'est particulièrement un processus interétatique, mais de volontarisme public qui a dynamisé notre région. Je vous prends un autre exemple qui est en lien avec le débat fiscal et moi, ce que je vois dans les services. On constate une crise d'un secteur qui est le secteur du bâtiment, beaucoup dans cette période, dans notre département comme ailleurs. Moi, quand je discute avec les chefs d'entreprise qui mettent en avant leurs difficultés de paiement, de quoi ils me parlent ? Ils me parlent d'abord de l'enjeu de la concurrence internationale et européenne sur les droits sociaux à mettre en œuvre, et donc une concurrence de salariés d'autres pays, mais ils me mettent surtout en avant le fait que l'investissement des collectivités locales dont on parlait tout à l'heure est en baisse très importante. C'est l'investissement public des collectivités locales, c'est 70% à peu près de l'investissement global public dans notre pays. Donc on voit des chantiers qui ne se font pas ou des travaux qui ne se font pas par les collectivités locales. Sur quoi ça a un impact ? Sur les entreprises du coin qui n'ont plus de débouchés ou qui ne peuvent pas faire face. Donc j'attire votre attention, non pas pour polémiquer, mais que la dépense publique, la puissance publique a aussi un intérêt économique dans le pays dans lequel on est. Peut-être plus qu'ailleurs par rapport à notre histoire de notre pays, mais ça c'est un débat politique, d'où vient notre construction républicaine en France, mais c'est un élément on ne peut pas balayer. C'est une réalité de tous les jours. En tout cas, y compris les entreprises demandent régulièrement soit des subventions, soit des processus d'aide. C'est d'ailleurs assez contradictoire avec les mêmes qui disent il faut pas d'État, ne payons pas d'impôts. Attendez. Là, je vais répondre quand même à ces choses. En économie, il y a des choses que l'on voit et il y a des choses qu'on ne voit pas. L'État, quand il prend des impôts, inévitablement, à un moment ou à un autre, il empêche les entreprises elles-mêmes d'utiliser l'argent qu'il leur a pris pour faire des choses. Donc quand l'État, effectivement, aujourd'hui, en France, fait 57% du PIB, on comprend bien qu'à ce niveau de dépenses publiques, les collectivités locales, l'État peut au moins faire quelque chose. C'est un minimum, puisqu'il ne reste plus dans le privé que 43%. Donc on peut comprendre effectivement qu'il y a des choses qui se fassent au niveau du public. Par contre, ce qu'on ne voit pas, c'est tout ce qui est pris
Par ailleurs, et donc vous parliez notamment de la crise du secteur du bâtiment, l'État a été interventionniste pendant des années, et on a effectivement en permanence, toutes les lois ont toujours amené des effets pervers derrière. Toutes ces lois, les crédits du flot, etc. L'automobile, ça a été la même chose. On a permis effectivement aux gens, grâce à l'État, d'utiliser des voitures, et puis ensuite, quand on arrête les aides, hop, pof, le marché s'effondre. Donc, après, les constructeurs sont en difficulté. Moi, je dis, il y a une seule chose, ce que l'on voit et ce que l'on ne voit pas. Et donc, ce que l'on ne voit pas, effectivement, c'est toute la destruction que l'on entraîne. Alors, ma première question... Je vous dirai quelque chose après. Oui, ma première question était surtout sur le peu de confiance que vous pouviez avoir dans votre système étatique. Il était là, hein, ma première question était à ce niveau-là, en tant que syndicaliste. Je vous rassure, en tant que syndicaliste, mais surtout en tant que fonctionnaire, notre administration, je l'ai dit tout à l'heure, est une administration qui s'est particulièrement modernisée et qui s'est particulièrement mis en lien avec ses usagers sur les missions qui lui sont confiées. Je ne veux pas être une caricature, mais dans les enquêtes d'opinion qui sont faites sur la satisfaction des citoyens sur tel ou tel secteur de l'administration, mon administration, malgré tous les clichés qui peuvent être mis sur le dos du fisc français, est une administration qui est reconnue comme s'étant modernisée et qui est reconnue comme faisant des efforts constants dans les capacités de lien aux contribuables. Donc moi, je tiens quand même à le mettre en avant. C'est des questionnements qui sont au cœur de notre réflexion de tous les jours. On ne cherche pas à uniquement vivre sur le dos de la bête et d'être des parasites, comme ça pourrait être laissé entendu par le propos anti-État que vous portez. On a une utilité concrète dans notre pays. Cette utilité, bon, vous la jugez. Moi, bon, je vais revenir sur le syndicaliste. Je vais revenir sur le syndicaliste parce que vous savez sûrement que la création des syndicats a été permise en fait par un libéral qui s'appelait Pierre Waldeck-Rousseau en 1884 et qui met, alors le libéralisme en fait en général met en avant l'action de l'homme. Elle prime en fait sur toute forme d'idéologie, quelle qu'elle soit, quelle que soit la croyance. Et dans le respect des droits de l'homme. Vous en parliez effectivement dans le débat précédent. Droits de l'homme et du citoyen d'ailleurs. Et du citoyen, tout à fait. Alors, cette création, elle abrogeait la loi Le Chapelier de 1791. Oui. Et dont l'auteur était lui jacobin. Donc, c'est-à-dire quelqu'un qui pense que l'action de l'État, idéologique, prime sur l'action de l'homme. Alors, comment comparez-vous, vous, la fiscalité d'un État libéral et d'un État jacobin en tant que syndicaliste ? Bon... J'ai peu d'éléments de comparaison ou de recherche à titre personnel. Moi, ce que je pense, c'est que l'État français n'est pas aussi jacobin qu'on peut le caricaturer, y compris depuis des années, que l'enjeu de la décentralisation a au contraire amené des nouvelles problématiques d'opposition entre territoires. Et pour un département, par exemple, comme la Haute-Garonne, y compris sur la ressource fiscale, c'est un enjeu sur qui a des entreprises dans sa zone d'activité pour avoir des ressources de celles qui sont en lien avec les impôts locaux des entreprises et celles qui n'en ont pas, en particulier les territoires comme ceux du Comminges. Les péréquations, les volontés de péréquation et d'équilibre des territoires sont en baisse dans notre pays. Les dotations d'État aux collectivités locales sont en baisse dans notre pays. Donc on voit que entre les territoires et entre les collectivités, il y a une concurrence qui se met, mais de véritables difficultés à faire face. Donc on a un système. Moi, ce qui m'importe vraiment au cœur dans ce débat, c'est contribuer à donner du sens à l'impôt et à ce qu'il soit compris par les populations. Il y a des débats politiques, des débats idéologiques, des cultures de pensée différentes. Moi, dans mon organisation syndicale, par exemple, pour pas être caricatural, il y a de tout dans une vision de la société. C'est comment faire qu'on comprenne le prélèvement qui est demandé aux citoyens, son utilité pour la société. Moi, c'est ça, en tant que syndicaliste, qui m'importe dans le débat. Mais je veux rajouter un truc par rapport à ce que vous disiez. Il y a quand même une tendance depuis 30 ans on est en train de dire, on surtaxe les entreprises, on n'en peut plus, le poids de l'État qui est fondamental. Enfin, on va pas non plus raconter d'histoire. En 30 ans, la richesse produite dans les pays européens et la valeur ajoutée créée par l'activité économique, sa répartition, elle a été déséquilibrée au détriment
de la répartition au salaire. Elle a plutôt profité aux revenus du capital. C'est une tendance qui est lourde dans tous les pays européens. Donc, je vous disais tout à l'heure, le système d'imposition des sociétés, en Europe, partout en Europe, il a été avec une tendance à la baisse très importante dans les taux d'imposition qui sont mis aux entreprises. Donc, ne caricaturons pas non plus. Il n'y a pas de caricature. Non, il n'y a pas de pardon, caricature. excusez-moi. Il n'y a pas de caricature. Moi, quand l'État pèse 57% du PIB en dépenses publiques, il dit qu'il a 46% de recettes, mais les réels, c'est les dépenses. Il y a bien 57%. C'est au-delà, effectivement, surtout dans le PIB, comme c'est un paramètre qui est un peu tout et n'importe quoi, on peut faire dire, effectivement, tout et n'importe quoi aussi aux chiffres. Par contre, je peux remarquer... Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que ce niveau-là de prélèvements sociaux et fiscaux, c'est en lien avec ce qu'a été notre pays choisi par les populations? Je suis pas sûr. Non, de ça, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Sur si on reprend, relisez les histoires sur l'impôt, les débats qu'il y a eu sur l'impôt, c'est sur ça. L'histoire de la France d'aujourd'hui, c'est l'histoire du CNR, du Conseil national de la résistance, et absolument, le peuple français n'a absolument pas voté ce qui avait été mis à l'époque. Moi, ce que j'aurais bien aimé, c'est que le peuple français s'exprime par référendum sur ce qui était proposé. Ça n'a jamais été fait. Donc, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est effectivement issu de la guerre, mais sur un mécanisme, effectivement, de type soviétique. Alors, revenons. Oui, à l'époque, on était en 45. Le général de Gaulle était un communiste soviétique. Le gaullisme, c'est aussi un socialisme. Alors, le socialisme est très, très important dans notre pays. Ce que j'ai pu pointer là, c'est que vous avez parlé des collectivités locales, avec l'État, et ce que j'ai pu pointer, c'est que la concurrence, effectivement, de ce que l'État fait, a des effets pervers. Ensuite, vous avez parlé, effectivement, les revenus du capital ont beaucoup profité. Ce que je vois aussi, c'est que l'État aussi a beaucoup profité. Puisque aujourd'hui, la crise que nous vivons, c'est pas une crise de l'État, c'est une crise, surtout, c'est pas une crise du capitalisme, c'est surtout une crise de l'État. L'État qui prélève, effectivement, énormément. Les gens en ont ras-le-bol, effectivement, de tous les impôts. Alors, moi sur cette partie, effectivement, de la fiscalité, on va revenir. La réponse, effectivement, que j'apporte, dans la fiscalité, dans un État libéral, la fiscalité se justifie pour garantir les droits d'être du citoyen, et non pour développer une législation pléthorique pour obtenir des droits à avoir. Donc, des droits acquis. Vous vivez ainsi... Vous parlez de quoi Ce que je parle en fait de l'État libéral tel que moi je le vois. D'accord. Je le vois sur des droits d'être, des droits d'être. C'est ce qui est effectivement dans la Déclaration des droits de l'homme. Et non des droits d'avoir. Dans la Déclaration des droits de l'homme, il n'y a pas de droit à avoir. Vous vivez ainsi, vous, l'État, comme une providence à l'identique d'autres qui vivent leur religion. C'est exactement pareil. Ainsi, pour vous guider, votre Bible, c'est tout simplement le Code général des impôts. Oh, il y en a plus que ça encore, si vous voulez. Il y en a plus que ça. Ne vous inquiétez pas, il y en a plus que ça. Je le sais. Donc, ce qui est écrit ici, pour vous, c'est parole d'évangile. Non. Et je suppose que vous connaissez par cœur ce qu'il y a dedans. Ah non, bien sûr que non. Mais vous savez combien on a de codes en France ? Vous savez combien on a de codes en France ? Sur les questions fiscales, on en a beaucoup plus que ça. Ne vous inquiétez pas. Oui, non, mais sur les questions fiscales, je sais que vous en avez plus. C'est le droit du travail que j'ai amené là. Mais il date de 1999. Et alors, il en faut pas non plus le code du travail. Non, mais les codes, il y en a 69 au total. Vous voyez un peu la pile, ou alors vous prenez une bibliothèque linéaire et vous voyez ce que ça représente. D'accord. Nul n'est censé ignorer la loi. Non, mais Patrick Aubin, une petite précision. Pourquoi vous assimilez de façon systématique un représentant de l'administration avec l'État ? Sans faire offense à Monsieur Lagrifoul. Il fait partie de l'État. Il est payé non, mais sans faire offense à Monsieur Lagrifoul, ce n'est pas l'État. J'allais faire des blagues, moi. Je porte beaucoup de poids sur mes épaules il est quand même un représentant, effectivement, de l'administration. Et en tant que tel, il est, effectivement, dans l'État. Et donc, il est agent de l'État. Oui, et j'en suis fier. Déclaration des droits de l'homme. Et j'en suis fier. Je vais vous dire pourquoi. Que j'ai apporté, puisque vous avez invité de dire ça. Toute société, donc la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. C'est l'article 15. Tout à fait. Et c'est non, mais nous on cite l'article 13, l'article 14 et l'article 15. Celui qui parle de la juste contribution en fonction de ses capacités contributives.
celui qui parle du fait que les prélèvements doivent être décidés collectivement, et ça c'est une rupture avec les temps passés, doivent être décidés collectivement et donc assumés. Et ensuite la capacité de contrôle. Non mais attendez, j'ai ma question. Attendez, non mais juste un point là-dessus. Je suis effectivement fier, et je vous le cache pas, d'être un agent public. Il n'y a pas de honte dans notre pays à être un agent public. Nous avons une utilité. Nous ne sommes pas des parasites. Nous travaillons et nous contribuons. Nous faisons des horaires, nous cherchons à être utiles. Donc, qu'il y ait d'autres activités, c'est nécessaire, c'est juste, mais ne pointons pas du doigt les agents publics dans notre système français. Ça a un sens, la puissance publique. Je voudrais juste faire référence au fait que, quand vous parliez tout à l'heure des charges sur qui elles sont prélevées, il y a des rapports européens, c'était Jacques Delors à l'époque qui avait diagnostiqué ça, donc c'est quand même pas un odieux bolchevique, Jacques Delors, qui avait montré à la fin des années 80 que la charge sur les revenus du travail, elle était passée de 33 à 42% en 15 ans. Dans le même temps, la charge sur les revenus du capital, elle était passée de 45 à 34%. Donc attention aussi à ce qu'on pointe du doigt sur qui paye et qui ne paye pas. Le gros des prélèvements, il est supporté dans notre pays par les salariés, par les salariés eux-mêmes. On va justement y venir. Et sur les collectivités locales, les prélèvements en France, donc le nombre d'impôts et taxes, vous le connaissez? Le nombre, non, il y a une grande inventivité dans notre système. Oui, il y a une grande. Vous savez à peu près combien? Non, allez. 220. D'accord. Maintenant, je peux dire un peu plus puisque c'est le nombre. Donc, et nul n'est censé ignorer la loi. Oui, c'est vrai. Donc, vous pensez qu'un citoyen peut les 69 COP comme ça les ingurgiter? Non. Non, mais moi, je suis prêt à discuter de ça parce que vous pointez un vrai sujet. Une des grandes difficultés, c'est qui est en capacité de connaître les dispositifs dérogatoires qui permettent de faire baisser l'imposition et qui n'a pas les moyens de les avoir. Quand je disais tout à l'heure que des entreprises arrivent à optimiser leur situation fiscale avec des conseillers fiscaux qui se font de l'argent de manière très importante en conseil, c'est parce qu'elles arrivent à faire baisser leur taux d'imposition de manière énorme. Par contre, le petit commerçant ou le petit artisan ou la TPE, la charge administrative lui suffit déjà à faire face par rapport à son quotidien et les conseils pour optimiser, il ne les a pas. Donc la question de la lisibilité de l'impôt et qu'il soit simple et compris, c'est un sujet. Voilà, et moi, je vous l'ai dit, on est disponible à parler de ça. Voilà, on va y venir. Donc, vous pensez bien que pour un citoyen ou pour un petit entrepreneur, ces 69 cols sont impossibles, même le droit du travail, impossible à gérer. Donc, quand il embauche quelqu'un, on dit souvent que le libéralisme, c'est la jungle. Pour moi, c'est 69 codes et c'est 220 impôts, taxes. C'est ça la jungle législative et la jungle de type fiscal. Donc, si vous devez savoir en fait quel est l'impôt, vous l'avez dit tout à l'heure, qui rapporte le plus à l'État, c'est la TVA. Ben oui, c'est le plus facile. J'ai un peu entendu votre sentiment sur ce sujet. Donc vous savez que la TVA c'est une invention typiquement française. Oui. Donc vous l'avez dit, ils ont une création assez inventive au sein de l'État. Typiquement française, mais qui est la seule qui a été reprise partout en Europe. Quelques pays européens. C'est d'ailleurs le seul sujet. Il y a 17 pays européens. On n'en a pas parlé jusqu'à maintenant. C'est la seule qui a été assumée comme étant harmonisée au niveau européen. On va le voir. Et c'est d'ailleurs un des problèmes. On va en parler. Il nous reste 3 minutes. Oh mince. Donc, moi, je vais prendre en fait sur les deux produits. Il y en a un qui vient de France, un qui vient de l'étranger. Et donc, admettons que entre ces deux produits, je dis à nos amis auditeurs que vous montrez 2 stylos. Voilà, 2 stylos, mais ça peut être. C'est les mêmes stylos. Ils trichent. Admettons que c'est. Non, mais justement, je triche pas. C'est 2 produits. C'est les mêmes stylos. Il y a oui, mais d'un côté, c'est un produit français à l'identique. Ils valent la même chose. Et 100 €. Admettons qu'on a un consommateur. Donc, qui sera donc notre il n'y a pas de souci, je serai le consommateur. Voilà. Et donc, lui dispose, en fait, d'un billet de 100 € pour acheter. C'est symbolique, le stylo. Non, mais moi, je vais lui donner un stylo. Là, c'est un producteur français. Les 100 € aussi sont symboliques. Voilà, exactement. Et là, donc, c'est le stylo de l'étranger, qui vient d'un pays où il n'y a pas la TVA. Oui. Donc, vous allez demander, en plus...
à notre ami, Oui. par mon intermédiaire, alors que je fais un échange tout à fait honnête, il veut mon stylo. Je vais Et lui il est demander prêt de à le plus. payer. C'est ça que vous voulez dire. Il est prêt. Voilà, il y a une Je vais lui augmentation. demander Il y a une il va payer augmentation. plus, c'est ça que vous Voilà, voulez dire. exactement. D'accord. Donc il va payer plus. Par contre, s'il voit le produit à l'étranger, 100 € seulement, quel va être son choix? Il D'accord, va non, privilégier, mais- effectivement. Non mais d'accord, mais on peut aller beaucoup plus loin que ça. On peut aller aussi dire que il faut acheter le stylo. La TVA. Il faut acheter le stylo où il n'y a pas d'odieux code du travail, avec des gens qui sont payés à des salaires de misère, Alors, avec des maintenant, horaires de dingue, et qu'il aura tout intérêt à on faire va voir ça. la Mais fiscalité. si c'est le monde que vous voulez, il n'y a pas de problème. hein. En 1 minute 30. Voilà, en 1 minute 30. Voilà la fiscalité. Aujourd'hui, une entreprise, les charges patronales, ça représente ça. Les charges salariales, ça représente ça. D'accord. L'IR, ça représente ça. L'IR pour les entreprises. Non, je parle du salarié qui reçoit, donc monsieur le consommateur qui est là, D'accord. ça représente ça. La TVA, parce que c'est lui qui la paye. D'accord. Et donc il a. On est d'accord, ça représente ça. Ouais. Sa taxe d'habitation, ça représente ça. C'est une bonne conclusion. Je vais pouvoir vous dire. La taxe foncière, ça représente ça. Voilà. Et il a plus rien. Et ça, c'est les diverses taxes. J'aurais pu en fait parler parce que j'avais encore d'autres choses effectivement à dire sur tout le système. Il lui reste plus que ça D'accord. pour lui consommer. Vous Bon. croyez pas si on veut une réforme, je vais reprendre mon autre billet. Je pensais les Qui garder. serait, voilà, Allez, je vous donne un stylo. moi. qui serait beaucoup plus simple parce que là, vous voyez, tout ça, c'est la mécanique fiscale D'accord. Ouais. que vous recevez. D'accord. Est-ce qu'il serait pas plus simple de prendre directement, je refais, et une seule, la déclaration des droits de l'homme, on peut reprendre donc exactement les articles. Donc l'article 13, pour l'entretien de la force publique et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable. Elle doit être également répartie entre tous les citoyens en raison de leurs facultés. Là, il n'y a pas de notion de progressivité. Tous les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes ou par leurs représentants la nécessité de la contribution publique, on ne parle pas d'impôts et taxes, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée. Voilà, on va laisser Régis Lagriffoul répondre parce qu'on arrive au terme de cette émission. Juste un élément, et ça tombe bien parce que c'était une étude de l'INSEE qui est sortie la semaine dernière. Notre odieux système de redistribution français et de prélèvements fiscaux, odieux, j'assume pas, c'est une blague. Notre système en France, toutes les analyses montrent qu'il a une capacité à rééquilibrer la répartition des richesses et à inciter un progrès social en fonction des politiques mises en œuvre. C'est une étude qui a été mise en avant. Donc, moi, j'attire l'attention quand on parle de ces questions. Le débat est nécessaire, il n'y a pas de problème. Mais ce qui est en débat, c'est veut-on une puissance publique, veut-on des politiques de redistribution des richesses et veut-on des mécanismes qui assurent l'égalité entre les citoyens. Moi, il y a des débats à avoir, il y a des choses qu'il faut largement simplifier et mettre sur la table, mais par contre, le projet de répartir les richesses, le projet républicain de la glorieuse Révolution française, il faut le faire vivre aujourd'hui. Moi, c'est en ce sens que j'essaye d'intervenir sur l'utilité de l'impôt. Merci messieurs. Alors virtuellement, j'ai gagné 120 € du libéralisme et réellement, j'ai gagné un stylo du service des impôts. Merci messieurs, merci Régis Lagriffoul, merci Patrick Aubin. Je rappelle à nos amis auditeurs que vous pourrez réécouter cette émission sur le site de Radio Col-la-Vive et qu'à partir de mardi, vous pourrez le revisionner sur le site web TV du Journal Toulousain. Merci à vous. Col-la-Vive 100 FM, la fréquence juive de Toulouse.